Grand 5, petit 2, dihydrogénation des alcènes en catalyse homogène. Après avoir vu les généralités sur les différents processus élémentaires qui peuvent se produire entre des ligands et un métal de transition, après avoir vu le schéma général de ce qu'est une catalyse par un métal de transition, nous allons voir notre premier exemple. C'est la dihydrogénation des alcènes, autrement dit une réaction que vous avez déjà vue dans le chapitre de chimie organique sur les réactions d'addition électrophile sur les alcènes. On a vu qu'un alcène pouvait être dihydrogéné en présence d'un catalyseur en phase hétérogène. Ici, on étudie une réaction qui a exactement le même bilan. Autrement dit, un alcène plus H2 va donner une dihydrogénation de l'alcène, une addition des deux hydrogènes avec perte de la double liaison. Et ce sera une addition sine qui pourra se faire soit d'un côté, soit de l'autre du plan de l'alcène. On obtiendra donc un mélange de deux isomères à 50%. Toutefois, la différence avec ce que l'on connaît déjà sur la dihydrogénation des alcènes, c'est que cette fois, elle se fait en catalyse homogène et pas en catalyse hétérogène. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser du palladium sur charbon ou du nickel de Raney comme catalyseur, on va utiliser un complexe de rhodium avec différents ligands. Et c'est ce complexe qui va permettre de catalyser la réaction. Le plus célèbre catalyseur pour cette réaction, c'est le catalyseur de Wilkinson, qui est un complexe soluble de rhodium avec 3 ligands triphénylphosphine et 1 ligand chloro. Son nom complet, c'est le chlorotris triphénylphosphine rhodium 1. Tris triphénylphosphine, ça veut dire qu'il y a 3 fois la triphénylphosphine. Ce catalyseur permet de réaliser l'hydrogénation à 25 degrés sous 1 bar, ce qui sont des conditions extrêmement pratiques. Voici concrètement le cycle catalytique, tel qu'il est décrit. Initialement, voici le catalyseur de Wilkinson, mais ce catalyseur n'est pas véritablement le catalyseur, c'est le précurseur du catalyseur. Pour devenir le catalyseur, il se transforme en ce composé-là. Ici, on voit qu'on est passé d'un complexe dans lequel il y avait 3 triphénylphosphines et 1 chloro, à un complexe où il n'y a plus que 2 triphénylphosphines, 1 chloro, et où la 3e triphénylphosphine a été remplacée par S. S ici, c'est le solvant, souvent ça se fait dans l'éthanol. Donc ici, c'est une molécule d'éthanol. Une fois qu'on a obtenu ce composé-là, c'est lui le véritable catalyseur. Il peut réagir avec du dihydrogène pour former ce complexe-là. Puis ce complexe-là peut réagir avec de l'éthène, ici par exemple, ou en fait ça peut être n'importe quel alcène, pour former ce complexe-là en libérant une molécule de solvant. Ensuite, en consommant à nouveau une molécule de solvant, il peut y avoir formation de ce complexe-là. Et puis, in fine, en libérant ici l'alcène qui a été dihydrogéné, on reforme le catalyseur. On voit ici qu'on retrouve le schéma général qu'on a décrit précédemment, avec un catalyseur, un cycle qui régénère à la fin ce catalyseur, mais dans lequel des réactifs ont été consommés et des produits ont été formés. Pour vous entraîner, même si j'ai déjà donné une partie des réponses, quand je demande d'identifier le catalyseur et le précurseur du catalyseur, bon ben là, du coup, je l'ai dit à l'oral, mais ensuite, pour vous entraîner, à chaque étape du cycle, calculez le nombre d'électrons du complexe et le nombre d'oxydations du métal dans le complexe, puis nommez l'étape. En effet, si on arrive à calculer le nombre d'électrons et le nombre d'oxydations pour ce complexe, ce complexe, ce complexe et ce complexe, eh bien, on pourra en déduire assez facilement la nature de chacune des étapes et les nommer. Alors, je vais vous laisser ça. Mettez pause sur la vidéo. Ah oui, pour calculer le nombre d'électrons, on vous donne comme donnée que le rhodium a un numéro atomique de 45. Donc maintenant, faites-le vous-même. À partir de cette donnée Z rhodium égale 45, déterminez le nombre d'électrons et le nombre d'oxydations pour chacun des 4 complexes, et ensuite nommez les étapes en mettant pause sur la vidéo. Je vous donne le résultat dans quelques instants. Voici le résultat. Le rhodium, comme on sait que Z égale 45, on peut en déduire que sa configuration, selon la règle de Kleshkovsky, c'est la configuration du krypton suivi de 5s2, 4d7. Autrement dit, il a 9 électrons de valence.
Sachant ça, et sachant que ici, les ligands triphénylphosphine sont des ligands L, et le ligand chloro est un ligand X, on peut en déduire que le précurseur du catalyseur, ici, a 16 électrons de valence. De plus, comme il n'est pas chargé et qu'il a un seul ligand X, le nombre d'oxydation du rhodium, c'est plus 1. Dans le catalyseur, c'est la même chose. On retrouve 16 électrons de valence, puisque S ici, l'éthanol est aussi un ligand L, et un nombre d'oxydation de plus 1. Autrement dit, de là à là, ce qui s'est passé, c'est simplement une substitution de ligands qui ne change pas le nombre d'électrons et qui ne change pas le nombre d'oxydation. Par contre, quand on s'intéresse à ce complexe-là, on voit qu'il a un nombre d'électrons de 18 cette fois et un nombre d'oxydation de plus 3. En effet, on a rajouté ici 2 ligands X, ce qui ajoute 2 électrons et 2 au nombre d'oxydation. Plus 2 au nombre d'électrons, plus 2 à la coordinance et plus 2 au nombre d'oxydation, c'est très clairement une addition oxydante. Pour ce complexe-là, on peut calculer que le nombre d'électrons, c'est 18, et le nombre d'oxydation plus 3, il n'y a eu aucun changement. C'est normal, on a eu simplement une substitution de ligand. Le ligand S, ici, a été remplacé par un ligand éthène. Et ce sont 2 ligands L. Par contre ici, plus difficile, pour cette étape-là, ce qui s'est passé, c'est que l'éthène, là, s'est inséré. On a eu insertion 1,2 de l'éthène pour obtenir ceci. Et en plus de ça, on a eu complexation d'une molécule de solvant qui est venue s'ajouter. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver des fois. Des fois, il peut y avoir 2 étapes qui sont groupées, en quelque sorte, dans la manière dont le mécanisme est dessiné. Donc c'est pas grave. On en tient compte et on écrit les 2 étapes, insertion 1,2 puis complexation. Ici, quand on calculait le nombre d'électrons avant et après, on voit que le nombre d'électrons n'a pas changé et que le nombre d'oxydation n'a pas changé non plus. Ça peut faire penser à une substitution de ligand. Mais on voit bien que c'est pas une substitution de ligand. Parce que sinon, il y aurait un ligand qui arrive et un ligand qui part. Ici, il y a un ligand qui arrive et rien qui part. Donc c'est clairement qu'en fait, il y a eu 2 étapes qui ont été groupées dans cette étape-là, dans la manière qu'ils ont eu d'écrire le mécanisme. Pour la dernière étape, on voit qu'on passe d'un nombre d'électrons de 18 et d'un nombre d'oxydation de plus 3 à un nombre de 16 et à un nombre d'oxydation de plus 1. Donc clairement, quand il y a moins 2, c'est une élimination réductrice. Reste plus qu'à savoir ce qui a été éliminé. On voit que c'est ce ligand X et ce ligand X qui sont tous les deux partis pour former ce produit. Voilà, donc ça représente bien un exercice qu'on pourrait vous demander. Pour le réussir, il faut connaître précisément les formules pour calculer le nombre d'électrons, pour calculer le nombre d'oxydation, les définitions de chacune des étapes, savoir identifier quels sont les ligands L, quels sont les ligands X. Donc il y a un certain nombre de choses à bien maîtriser. Mais une fois que vous savez faire tout ça, il y a une logique qui vous permet de ne pas vous tromper et de décrire avec précision tout ce qui se produit dans ce mécanisme. Le mécanisme de la dihydrogénation des alcènes, il est au programme, donc vous devez savoir qu'il existe, vous devez savoir que ce catalyseur de Wilkinson, il est très performant pour ce mécanisme-là, mais on ne vous demandera pas forcément de le retenir par cœur. On ne vous dira pas, question de cours, écrivez par cœur tout le cycle catalytique du mécanisme d'hydrogénation d'un alcène. Non, par contre, si on vous donne ce mécanisme et qu'on vous demande, selon vous, qu'est-ce que ce mécanisme a comme intérêt, il faut que vous le reconnaissiez, il faut que vous sachiez tout de suite dire que c'est la dihydrogénation des alcènes, que ça donne la même chose, le même bilan que la dihydrogénation hétérogène, que ce catalyseur s'appelle le catalyseur de Wilkinson. Donc il faut quand même être capable de le reconnaître et de le connaître, mais pas dans un niveau de par cœur complet. En termes de sélectivité pour cette réaction, de façon générale, la catalyse homogène obéit aux mêmes règles de sélectivité que la catalyse hétérogène. Quel est son intérêt du coup ? Son intérêt vient du fait que, de façon générale, elle est plus sélective. Et de plus, la sélectivité peut être ajustée plus finement en modifiant les ligands du catalyseur. Déjà, elle est plus sélective en termes de chimiosélectivité. En effet, elle permet d'hydrogéner des doubles liaisons CC sans affecter les doubles liaisons CO ni les doubles liaisons CN, et ceci avec une très bonne sélectivité. C'est pas complètement le cas pour la catalyse hétérogène qu'on avait vu avec du dihydrogène et du palladium sur charbon. En effet, la catalyse hétérogène va réagir beaucoup plus vite avec les doubles liaisons CC qu'avec les doubles liaisons CO et CN, mais elle va quand même très légèrement les hydrogéner, donc on va avoir des petites pertes de rendement, ce qui n'arrive pas avec le catalyseur de Wilkinson qui est très très sélectif.
De plus, en termes de régiosélectivité, lorsqu'il y a plusieurs doubles liaisons CC en présence, il est vraiment possible d'hydrogéner sélectivement les CC les moins encombrés avec une très très grande sélectivité. C'est aussi possible avec la catalyse hétérogène, mais avec une moins grande sélectivité. On va avoir quand même des pertes de rendement. Ce qui est intéressant, c'est que en général, une double liaison CC qui serait triplement ou quadruplement substituée ne va pas réagir avec le catalyseur de Wilkinson parce que cet encombrement va gêner la réaction. En termes de stéréosélectivité, l'addition des deux hydrogènes est sine, mais ça c'est la même chose en catalyse hétérogène. Un exemple de sélectivité améliorée qu'on peut obtenir grâce au catalyseur de Wilkinson, c'est une dihydrogénation qui serait énantiosélective grâce à des catalyseurs spécifiques. Bon, ça c'est plutôt de la culture générale, mais je pense que c'est important que vous en ayez entendu parler une fois pour que vous voyez l'intérêt de cette réaction. En effet, lors d'une dihydrogénation classique, on obtient en général deux stéréoisomères, l'un correspondant à l'addition des deux hydrogènes d'un côté du plan de l'alcène et l'autre correspondant à l'addition de l'autre côté du plan de l'alcène. Mais si on utilise un catalyseur qui lui-même est chiral, on est capable de faire une réaction énantiosélective, c'est-à-dire où les deux hydrogènes ne vont s'additionner que d'un côté du plan de l'alcène et pas de l'autre. Autrement dit, on obtient tout de suite un produit énantiomériquement pur, ce qui peut être extrêmement intéressant. Un cas qui a été très important, ça a été la première synthèse industrielle de la L-Dopa, un médicament anti-parkinsonien qui devait être obtenu sous la forme d'un seul énantiomère et pas de l'autre. Voici la fin de la synthèse. Donc, c'était la société Monsanto en 1975 qui a fait cette synthèse, et à la fin de la synthèse, ils ont ce composé-là. Pour obtenir la L2PA, il leur manque encore deux étapes. Une étape de dihydrogénation, et là, ils utilisent un catalyseur, justement au rhodium, pour faire une dihydrogénation énantiosélective, ce qui leur permet de forcer l'addition des deux hydrogènes par l'arrière, et donc d'obtenir ici ce carbone-là avec le CO2H vers l'avant, et pas l'énantiomère. Ce qui est très intéressant parce que après quelques étapes ici d'hydrolyse où ils se séparent de la fonction ici ester et de la fonction hétéroxyde, eh bien, ils obtiennent la L-Dopa énantio pur, ou du moins avec un excès énantiomérique de 94%. Ici, le catalyseur qu'ils ont utilisé, c'était du rhodium, sur lequel il y avait un ligand qui était le 1,5-cyclooctane diène, donc un gros ligand cyclique avec deux fonctions alcènes, et puis un autre ligand qui était justement chiral, le RR-DIMAMP, qui a cette structure-là. Et c'est grâce justement à ce ligand chiral que leur catalyseur au rhodium était chiral et qu'il permettait d'orienter la réaction et donc d'obtenir un seul énantiomère et pas l'autre. Donc là on voit que ça c'est très difficile à réaliser avec une catalyse hétérogène, et c'est tout l'intérêt d'avoir des catalyseurs comme celui de Wilkinson et donc la catalyse homogène.